Bienvenue au podcast aux familiaux, votre espace de discussion sur les réalités et les défis des professionnels en santé mentale et services sociaux. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast de familiaux. Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème avec un angle qui est un peu différent des autres podcasts qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on va parler de commotion cérébrale avec des gens qui sont spécialistes et qui vont nous aider à comprendre c'est quoi une commotion, mais aussi comment est-ce qu'on peut intervenir directement ou indirectement lorsqu'on voit un client ou un patient qui a subi une commotion. Donc aujourd'hui, je suis chez Vertex Commotion avec Kayla Demers et Jenny Guimont. Kayla et moi, on se connaît parce qu'on est tous les deux propriétaires de cliniques et on a eu plusieurs échanges au courant des dernières années pour partager sur nos bonnes pratiques. Et aussi, mon fils a fait des commotions. Kayla nous a accompagnés, là, mon fils et moi, là, à travers ce parcours-là, ce qui m'a permis de mieux comprendre un peu ses impacts. Donc, Kayla, je te demanderais de te présenter pour que les gens apprennent à te connaître. Alors, je suis thérapeute du sport et ostéopathe spécialisée dans le traitement et l'intervention de la commotion cérébrale pour mieux outiller les gens et je me suis donné comme mission pour améliorer la qualité des soins globales en montant une équipe interdisciplinaire pour traiter les commotions cérébrales. Je suis aussi une ancienne entraîneur au niveau collégial au rugby et j'ai joué au rugby pendant 25 ans. Alors moi, j'ai vécu la commotion du point de vue de l'athlète, de l'entraîneur et du professionnel de la santé. Et de là que vient ma passion pour la commotion. Oui, ta passion et ton expertise, là, on va parler dans quelques instants. Et toi, Jenny, te présenter ton rôle comme professionnel et aussi ce que tu fais ici à la clinique Vertex Commotion. Mhm. Alors moi, je suis ergothérapeute, j'ai gradué en 2007. J'ai eu une double vie. J'ai joué pour l'équipe nationale pendant 9 ans au volleyball, puis après, je suis revenue comme praticienne en ergothérapie. Puis dans ma carrière, j'ai eu plusieurs commotions, donc ça m'a amené moi aussi à me poser des questions sur l'offre de service des commotions. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une lacune au niveau de l'accompagnement global de la personne qui vivait une commotion. Pas tant le côté médical, parce que c'est sûr, quand on est athlète, on est peut-être un petit peu plus suivi au niveau réadaptation cervicale et retour au sport, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme une lacune au niveau accompagnement global, dont les impacts au niveau santé mentale. Fait qu'on va pouvoir plus en parler. C'est ça, ici à Vertex, je fais toutes sortes d'interventions, tant au niveau santé mentale, comme les gens qui sont en arrêt de travail pour santé mentale ou à la suite d'une commotion cérébrale ou même pour les blessures physiques aussi, musculo-squelettiques et tout. Bon, j'ai bien hâte de plonger dans le sujet. Donc d'abord, Kayla, est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'une commotion, qu'est-ce qui se passe à la personne qui l'a subie? Alors, une commotion cérébrale, c'est quand il y a un phénomène d'accélération, décélération du cerveau dans la boîte crânienne. Alors, le cerveau va avoir un impact avec le crâne qui va apporter les impacts au niveau physiologique. Alors, il va y avoir une cascade métabolique au niveau des neurones et du cerveau qui va faire qu'il va apporter une grande fatigue. Il va y avoir des changements au niveau du flux sanguin cérébral et de l'inflammation. Il va aussi avoir un impact au niveau du système nerveux autonome, comme une espèce de dérèglement, décompensation du système nerveux autonome. C'est important de reconnaître qu'il n'y a pas besoin d'avoir un impact à la tête direct pour avoir une commotion. On peut avoir une chute sur les fesses. C'est vraiment une force impulsive transmis au cerveau. Alors, un whiplash, un coup de lapin avec un accident d'auto peut apporter une commotion cérébrale. Même se cogner sur une tablette avec un minimum de vélocité, parce que potentiellement cumulatif, peut apporter la commotion. On n'a pas besoin d'avoir une perte de conscience pour avoir le diagnostic de la commotion cérébrale. Il va présenter 22 signes et symptômes possibles liés à la commotion cérébrale. On peut avoir différents nombres de symptômes à différentes intensités qui vont se répartir sur 4 sphères: physique, cognitif, la fatigue et affective. Et on va avoir une présentation potentielle de 6 profils cliniques. Alors, visuel, vestibulaire, mécanique, en la fatigue cognitive et affective.
OK, donc c'est ça. Donc les effets de la commotion peuvent être, différents d'une personne à l'autre, puis ils ont des impacts sur plusieurs sphères, chez la personne qui l'a subi. Exactement. Puis c'est pour ça que ça prend, on dit, ça prend un village pour traiter une commotion parce qu'on ne peut pas être expert dans tous ces domaines. OK. Puis, donc, qui peut faire le diagnostic pour une commotion? Comment ça se passe? Alors on va consulter un médecin qui va suivre les critères, qui ont été ajustés en 2022. Il y a 6 critères différents. On va parler de la commotion cérébrale avec un diagnostic similaire de TCC léger. Typiquement, on va parler d'un TCC léger, un traumatisme crânio-cérébral léger, quand on parle de l'impact à la tête qui est survenu soit dans la vie personnelle de la personne, un accident de travail ou un accident de la route. Puis quand on parle de commotion cérébrale, on va plutôt parler quand ça a eu lieu dans une activité physique. Alors, ils sont très similaires. OK. Puis là, ben, tu sais, on connaît, là, naturellement les symptômes comme la fatigue et bon, les maux de tête et la difficulté de voir. Tu parlais du volet affectif et émotionnel chez la personne qui l'a subi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, dans la charte, qui est reconnue, validée scientifiquement, qu'on utilise en clinique, on va parler de la personne va être plus émotive que l'habitude. Fait que dans le fond, la charte de signes et symptômes est tout le temps comparée à la normale de cette personne-là. C'est pas absence ou présence, c'est comparé à sa normale. Fait qu'on va parler d'augmentation de l'émotivité, de l'irritabilité, de la tristesse ou la personne devient plus nerveuse ou anxieuse. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'autres signes qui peuvent apparaître, des tendances dépressives ou des comportements obsessifs compulsifs et des choses qui peuvent en découler, mais dans la charte qu'on évalue, nous, à la base, c'est les 4 symptômes émotifs. OK, donc dans le fond, tu poses des questions à la personne sur voir comparativement à avant, comment tu te sens aujourd'hui. Exactement. Et là, donc, tu évalues l'écart, puis c'est ça qui va déterminer s'il y a des impacts au niveau affectif ou émotionnel ou psychologique. Exact. Puis quand j'ai ces symptômes-là, mais ça va me dire, ben, il faut que j'inclue l'ergothérapeute en santé mentale, il faut que j'inclue une forme de psychothérapie pour accompagner cette personne-là si ça ne s'améliore pas. Je comprends. Donc, bon, tu ouvres la porte à l'ergothérapeute en santé mentale. OK, Janie, nous expliquer un peu ton rôle, puis quelle implication que tu as lorsqu'une personne subit une commotion et tu vois les symptômes. Explique-nous un peu ton rôle. Ben, Kayla, tu sais, elle l'a bien abordé, là, il y a des symptômes qui sont vraiment dus à la commotion en soi. Fait que, tu sais, la fameuse cascade métabolique au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de l'oxygène, au niveau de tout ce qui peut se passer dans le cerveau après la commotion, ben ça peut avoir, des symptômes comme l'irritabilité, émotivité, puis la déprime, du sentiment d'être éteint, on pourrait dire, ou perte de motivation. Fait que ça, c'est vraiment à la suite, vraiment de l'accident en soi. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la personne, elle a un passé. Fait que la personne qui a déjà vécu des problématiques, difficiles. C'est pas obligé d'être des traumas à l'enfance, tu sais, ça peut être, mais les gens qui ont vécu un divorce, un déménagement, tout simplement même la pandémie, tu sais, quand on a passé dans la pandémie, moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de patients qui étaient victimes d'une commotion, qui récupéraient plus difficilement parce qu'ils étaient en train de vivre déjà comme une situation difficile au niveau de leurs proches, au niveau de l'arrêt du sport, bon, tout ce que la COVID a pu impliquer. Fait qu'on voit que, tu sais, la vulnérabilité de la personne avant l'accident a un impact très, très grand sur la récupération, sur la résilience aussi, sur, tu sais, on a une longue liste de facteurs pouvant influencer la persistance des symptômes, entre autres toutes les problématiques, tu sais, neurodéveloppementales comme les fameux TDAH, troubles de comportement, même les gens qui vivaient de l'insomnie avant. Fait qu'on a tout un passé qui vient modifier ou influencer vraiment la récupération de la commotion. Puis on pourrait même l'extrapoler sur d'autres parties du corps aussi. Tu sais, si on a déjà eu une entorse de cheville, puis c'est notre troisième entorse de cheville, ben il va avoir un impact quand même au niveau de la récupération des tissus. Tu sais, vu que la commotion, c'est un impact au niveau du cerveau, ben, il faut penser qu'il y a d'autres choses qui influencent aussi notre cerveau dans notre vie. C'est pas obligé d'être une dépression majeure, ça peut être tout simplement un petit débalancement chimique lié à n'importe quel changement dans nos vies qui nous amène à être tout d'un coup plus fatigués, à avoir des remises en question. Tout d'un coup, on a plus de conflits, que ce soit dans notre couple, que ce soit avec un parent, que ce soit avec nos enfants, tous les défis que la vie peut nous apporter. Fait que c'est vraiment important pour moi, dès qu'il y a quelqu'un dans mon bureau, que je leur pose cette question-là, surtout à quel point, dans quel état d'âme ou dans quel état d'esprit ils étaient au moment de l'accident. Je vous donne un exemple, ça arrive quand même régulièrement que les gens pouvaient être un petit peu déprimés,
qui étaient anxieux pour certaines choses, qui vivaient déjà de l'épuisement au travail ou des insatisfactions au travail, qui là, tout d'un coup, ben, ils ont une commotion. Fait que, tu sais, il faut pas penser que la guérison de la commotion, ce n'est que la commotion. Tu sais, comme nous, en ergo, on regarde vraiment beaucoup, beaucoup la personne dans une entièreté, comme beaucoup d'autres professionnels aussi. Mais c'est important de, déjà, pour moi, la première chose que je fais avec les patients, c'est déjà normaliser. Tu sais, c'est normal que tu te sentes comme ça parce que, ça fait partie des symptômes de la commotion, mais aussi éduquer. Je pense que chaque professionnel devrait avoir ça comme mandat. Éduquer, c'est quoi une commotion? Éduquer à quel point que tout ce qui se passe dans notre cerveau va avoir un impact sur la récupération. Fait que ça, c'est une première chose. Ça peut rapidement faire boule de neige par rapport à d'autres épisodes de problèmes de santé mentale que les gens auraient pu avoir dans le passé, puis que là, tout d'un coup, il y a une commotion. Fait que il y a comme des phases dans la réadaptation où au moment de l'accident, il y a cette espèce de phase-là, de fatigue neurologique où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes, puis les gens sont amenés à être en arrêt de travail ou arrêt d'école, par exemple. Puis là, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut gérer en ergo, de faire un pont avec les médecins, entre autres, ou même avec les professionnels qui gravitent autour de la personne pour savoir, ben, est-ce qu'il est prêt à retourner au travail ou non. Ça, c'est tout un volet que l'ergo s'occupe. Puis je trouve que c'est hyper important. On fait des plans de retour au travail personnalisés aussi en fonction des exigences de retour au travail, en fonction des capacités de la personne, en fonction elle est rendue où aussi dans son processus de réadaptation. Maintenant, avec les options de télétravail, il y a un autre volet qui s'offre à nous pour adapter le retour au travail parce que la personne qui a eu une commotion peut avoir de la difficulté à conduire, à se déplacer, à prendre le métro, l'autobus pour toutes les problématiques visuelles et vestibulaires, même au niveau cognitif, tu sais, à conduite auto, déjà en hiver, au Québec, quand on n'a pas de commotion, ça peut être fatigant, fait qu'on peut imaginer post-commotion. Fait que tout ça, c'est à considérer dans le retour au travail, puis retour à l'école, la même chose, là, tu sais, de gérer les bruits environnants en même temps que de concentrer sur dans un cours. Fait que je pourrais y revenir si jamais ça. Oui, mais c'est ça. En fait, je voudrais t'entendre te parler de plein de choses qui sont super intéressantes. Restons sur ce thème-là. Donc Oui. là, dans le fond, lorsque la personne, toi, ton rôle, c'est de l'accompagner pour le retour vers sa vie, qu'on pourrait dire normale, que ce soit à l'école ou au travail. Ouais. Puis, comment tu t'y prends et comment, tantôt, tu as parlé aussi de l'affect, hein, tu sais, l'émotionnel. Donc là, on peut sentir il y a une humeur qui est différente de ce qu'on avait avant. Comment tu le prends en considération dans ce retour-là? Puis, comment est-ce que tu t'assures que la personne soit bien au niveau physique, mais aussi au niveau mental? C'est une bien bonne question parce que c'est ça, l'approche est tellement personnalisée. Je reviens à mon idée que j'avais tout juste avant de parler de retour au travail. C'est que les phases dans lesquelles la personne va se retrouver, c'est qu'après avoir vécu la phase de «Bon, ben écoute, c'est sûr, je suis pas capable de retourner au travail, j'ai vraiment trop mal à la tête, je suis trop étourdie». Tant la personne que les proches sont beaucoup dans la compréhension puis dans l'acceptation de «Ouais, c'est vrai, tu sais, elle est vraiment pas capable de retourner au travail». Ça va pour 1 semaine, 2 semaines, quelques semaines. Puis après ça, tout d'un coup, la personne a dit: «Comment ça que mes symptômes persistent? Comment ça que je suis pas capable même d'aller à l'épicerie? J'ai de la misère à sortir de mon lit, j'ai plus d'appétit, tout d'un coup, tout m'énerve, tu sais, je suis plus irritable, on dirait que je prends les choses plus personnelles». Là, tout d'un coup, ça a un impact tant au niveau de la santé mentale de la personne, qui est pas la même impact qu'au tout début, dans cette phase-là de réadaptation où on parle vraiment d'une cascade métabolique, oui, mais après un certain temps, c'est que ça a un impact au niveau santé mentale à cause de la persistance des symptômes, à cause que la personne ne se reconnaît plus dans son quotidien et ça a un impact aussi sur sa vie sociale parce que les autres ne reconnaissent pas non plus la personne. Fait que la conjointe ou le conjoint fait comme, ben, normalement, elle chiale pas pour tout, tu sais, ou normalement, elle a plus de patience avec les enfants, elle a comment ça? Fait que là, ça a un impact sur la dynamique familiale, la dynamique conjugale ou même les sorties, parce que les sorties sociales, ça implique beaucoup, beaucoup la gestion de tous les stimuli environnants, qui peut être très agressant pour la personne en commotion. Alors là, le conjoint, la conjointe, ben, il faut qu'ils comprennent que d'aller dans des événements, des sorties, des spectacles, des soirées entre amis, qu'on reste pendant 2 3 heures jusqu'à 10 11 heures, ça ne fonctionne plus. C'est plus compatible avec les capacités de la personne. Fait qu'il y a toute une réorganisation de bon, en fait, c'est là mon rôle, c'est de définir c'est quoi la capacité de la personne. Fait que d'accepter c'est quoi la capacité actuelle
ne veut pas dire un deuil sur un long terme. On n'est pas en train de dire que tu pourras plus jamais faire des sorties sociales ou que tu pourras plus jamais aller à l'épicerie. On est en train de dire qu'actuellement, ton cerveau, c'est pas compatible avec ta capacité au niveau cérébral en ce moment. Ton cerveau, il est fatigué de traiter toute l'information autour. Donc là, il faut respecter ça. Parce que les gens qui sont, tu sais, on a différents profils, là. On peut reconnaître les gens que, à l'avenue d'une adversité, ils vont peut-être plus s'écrouler facilement ou se décourager. Puis il y en a d'autres que c'est, on dit, qui ont des comportements persistants malgré la douleur ou malgré la présence de symptômes. Fait qu'ils se disent, non, tu sais, je suis capable. Puis, ben non, tu sais, j'ai un peu mal à la tête, mais je vais faire pareil. Puis je vais y aller. Puis ça fait partie de mes responsabilités. Je vais quand même aller à l'épicerie. Je vais quand même conduire pour aller porter mon fils au hockey à l'autre bout de la ville. Puis là, ça développe de la fatigue, puis de la fatigue, puis de la fatigue, puis la personne ne récupère pas. C'est là qu'il faut faire comme une pause, puis éduquer la personne que dans ces phases-là de réadaptation, elle n'est pas rendue à la phase défi. Moi, je l'appelle la phase défi. Tu sais, il y a une phase dans la réadaptation où la première phase, c'est juste de OK, tu sais, je suis en arrêt de travail, j'ai vraiment beaucoup de symptômes, je dors un peu plus, c'est normal. Après ça, la phase gestion, la phase que on adapte les choses. Je vais aller à l'épicerie, mais au lieu d'aller au Costco, je vais aller à la petite épicerie du coin, puis je vais aller acheter 3 4 aliments, puis je vais revenir chez nous. Je ferai pas un bon, mais tant qu'à être à côté de l'épicerie, je vais aller à la pharmacie, puis en même temps, j'avais quelque chose à aller récupérer au nettoyeur. Puis là, il arrive, il est 12h50 à la maison, puis là, ils sont complètement épuisés, puis ils n'ont pas dîné, puis là, il faut préparer tout ça, puis c'est de l'accumulation. C'est des habitudes de vie que les gens y avaient avant. C'est juste que là, c'est plus compatible avec la capacité du cerveau. Pour moi, l'éducation, c'est numéro un pour enseigner aux gens. C'est pas qu'ils sont faibles, c'est pas qu'ils sont pas normales, c'est pas que ça reviendra plus jamais comme avant, c'est que actuellement, ce n'est plus compatible avec leur capacité. Alors, j'aime ça faire des dessins avec les gens, papier, crayon, non seulement parce qu'après une commotion, la capacité de visualisation ou de conceptualisation est vraiment moindre. Fait que de voir les choses en images, ça aide beaucoup les gens à mieux se comprendre et à retenir l'information parce que la mémoire de travail aussi est affectée en commotion, comme d'autres capacités cognitives. Fait que de faire des dessins puis de montrer, là, t'es pas rendu à la phase défi. Mais tu mets ton cerveau au défi tout le temps. Fait que c'est comme si tu es tout le temps en exigence supplémentaire. Fait que ça génère quoi? De la fatigue? Ça génère encore de l'épuisement? Fait que c'est un gros, gros problème dans la persistance des symptômes. C'est normal que les symptômes persistent. Comme de la douleur à la cheville, si tu cours toujours au-delà de tes capacités physiques, ta douleur, elle va rester. C'est un aspect super intéressant que je fais souvent les comparaisons avec la course à pied, qu'il y a un spécialiste de course à pied, Blaise Dubois, qui a créé le concept de quantification du stress mécanique. Je le compare beaucoup à la réadaptation tout court, dont la réadaptation de la commotion. La quantification du stress mécanique ou psychologique ou organisationnel, on ne peut pas demander plus de stress au corps que sa capacité à en recevoir. Fait que ça, il faut le comprendre. Fait en ergo, ben, je vais sortir un agenda, je vais sortir un horaire de la journée, je vais compter le nombre de points d'énergie que j'aimerais ça qui accumulent au travers de la journée puis qui ont le droit à seulement certaines activités qui dépensent en énergie pour qu'ils comprennent mieux puis qu'ils se monitorent mieux au travers d'une journée, d'une semaine, puis de rester dans le ici et maintenant. Parce que la santé mentale, ça a un gros impact quand les gens commencent à se dire: «Ça va-tu rester dans le temps? Je vas-tu guérir? Je vas-tu pouvoir reprendre ma personnalité d'avant ou ma vie d'avant?» Puis ça, ben, ça augmente beaucoup, beaucoup l'anxiété, puis ça entretient les symptômes, là, de maux de tête, de fatigue, d'étourdissement. OK, comme un genre de cercle vicieux. Donc, si la personne a la difficulté à s'adapter face à sa nouvelle réalité qui est temporaire, ben, ça peut générer plus d'anxiété, donc Exact. plus de fatigue et donc repousse encore la période défi dont tu fais mention. Puis tu sais, les gens, 6 8 mois, 2 ans après, ils disent: «Tu sais, j'ai encore des symptômes de commotion». Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est peut-être pas juste dû à la commotion. On n'est pas en train de dire que tu as pas eu de commotion. On est en train de dire, par exemple, que là, ton cerveau, il essaye de s'adapter sur quelque chose qui est essoufflé, il est fatigué. Fait qu'il faut comme revenir à, bon, tu sais, de séparer aussi la santé mentale des symptômes de commotion, c'est pas évident parce qu'il faut se rappeler aussi que les symptômes de commotion ne sont pas spécifiques à la commotion. C'est de la fatigue, des étourdissements, des maux de tête, des problèmes de sommeil. Je veux dire, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale qui ont ça aussi comme symptômes. Donc, il vient comme un moment donné où il y a un chevauchement entre les symptômes de la commotion
et les symptômes d'une problématique de santé mentale. Donc, c'est là qu'il faut peut-être lever le drapeau si on voit que ça va pas en s'améliorant, puis que malgré la prise en charge en ergo, on voit que la personne elle aurait besoin, par exemple, de psychothérapie ou d'évaluation neuropsy pour vraiment venir différencier le TDAH de la commotion, des symptômes qui persistent, puis pour justifier aussi l'arrêt de travail prolongé, hein. C'est intéressant. Donc là, ce que j'en comprends aussi de ça, c'est que l'importance d'avoir une équipe inter, pour être Mmh. capable d'accompagner la personne qui vit une commotion. Puis j'imagine que c'est pas tout le monde qui vit une commotion, qui amène tous ces symptômes-là avec cette intensité-là. Mais lorsque c'est présent, il faut être une équipe pour être capable de bien accompagner la personne. Donc ça commence avec toi, Kayla, qui va évaluer si la personne a fait une commotion. Ben, quand la personne arrive dans mon bureau, on fait l'évaluation initiale. C'est là qu'on va prendre en compte, les symptômes affectifs, puis là, on va utiliser les ressources à l'interne. Puis ensuite, Janie, quand elle va accueillir la personne, elle va juger du moment où peut-être qu'elle a besoin d'une aide plus élargie. Fait qu'au sein de l'équipe, on est capable de dresser dans la phase 1 et la phase défi. Puis on peut dire comme dans la phase du milieu, c'est là qu'on va des fois, dépendant du cas par cas, si on a besoin d'autres ressources pour accompagner cette personne-là. C'est ça. Puis Jenny arrive avec un ergo en santé mentale pour être capable de soutenir. Il pourrait avoir un autre professionnel, un TS, un psychologue, un psychoéducateur pour être capable d'accompagner. Parce que la commotion peut provoquer des éléments qui étaient déjà un petit peu latents. Et là, ça vient les accentuer chez la personne qui l'a subi. Bien, on dit souvent que la commotion vient exacerber beaucoup de traits de personnalité de la personne. Donc, ou l'état d'âme dans lequel il pouvait se présenter, tout juste avant l'accident. Alors la personne qui était plus anxieuse à cause d'une certaine circonstance de vie ou la personne qui est toujours un petit peu plus comme, réactive, voire agressive dans sa vie de tous les jours, ben là, tout d'un coup, la commotion va venir vraiment beaucoup exacerber ça. Puis des fois même, on va dire que la commotion est arrivée pour une raison. La personne peut des fois avoir de la difficulté à s'arrêter, à prendre une pause, à faire l'introspection nécessaire ou aller chercher des soins ou de l'aide. Puis là, la commotion a lieu, puis ça les force un peu à s'arrêter. Fait qu'au début, ça peut être difficile, très confrontant parce que là, tu es mis face à face à toutes les choses que tu glissais en dessous du tapis. Puis là, mais là, c'est en fait ce cheminement-là, à travers la réadaptation de la commotion, permet d'adresser différents volets. Puis la personne se retrouve avec une belle boîte à outils après, qu'elle peut se servir pour plusieurs aspects de leur vie. Puis, donc là, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste en commotion, donc, par exemple, si je suis un travailleur social ou un psychologue, puis là, j'ai un client ou un patient qui dit: «Ah, ben là, moi, j'ai subi une commotion», qui a été diagnostiquée ou non, là, tu sais, des fois, il y a peut-être des choses qui se passent. Puis là, la personne arrive avec, justement des symptômes d'anxiété, puis, tu sais, peut-être un peu de dépression, puis il y a plein de choses au niveau émotif qui n'est pas adéquat. C'est quoi les conseils que vous donneriez à ces professionnels-là pour qu'ils aient quelques réflexes, du moins, pour être capables d'accompagner? On veut normaliser la blessure. C'est normal, c'est une commotion, c'est une blessure comme un autre, OK? Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas banal non plus. Une commotion cérébrale, c'est plus une atteinte fonctionnelle au niveau du cerveau. Il y a pas de dommage au niveau de la structure. Fait qu'en premier, la personne, elle panique un peu parce que, dans le fond, elle se demande: «Je vais-tu rester comme ça? Je vais-tu retrouver la personne que j'étais avant?» Alors, la première chose à faire, c'est de normaliser la blessure. Il y a une différence entre une commotion qui vient d'avoir lieu il y a 2 semaines, puis une qui est arrivée il y a 2 ans, puis que là, l'anxiété a déboulé, à qu'on tombe dans la phase chronique. Ce qui peut se rappeler, c'est que la personne, si elle n'a pas suivi de réadaptation spécifique à la commotion, le cerveau, il est plastique. Il peut se moduler, il peut s'adapter. Fait que c'est jamais trop tard pour faire des soins spécifiques à la commotion. Alors, ce que je dirais, c'est que être à l'écoute de la personne, de l'écouter sur comment elle va s'exprimer. Il y a beaucoup de zones grises avec la commotion. C'est pas noir-blanc. J'ai un vertige positionnel, alors j'ai des vertiges, je t'étourdis, je me tiens après les murs. C'est très vaste. Fait que là, la personne, ça se peut qu'elle exprime ça très différemment, puis que finalement, le professionnel réalise: «Oh mon Dieu, elle a peut-être fait une commotion cérébrale», mais la personne n'a même pas fait le lien entre «je me suis cogné la tête» et 2 mois plus tard, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Fait que laisser la personne s'exprimer et ne pas juger la personne dans la façon qu'elle s'exprime. Puis de vraiment, rassurer la personne, dire: «Ah, écoute, si tu t'es cogné la tête, ce que tu vis en ce moment pourrait être tout à fait normal». Et je dirais que de rassurer et d'expliquer à la personne, il existe des soins spécifiques à la commotion cérébrale. Alors encourager la personne à aller chercher des soins spécifiques à la commotion cérébrale. Mais si vous êtes un professionnel de la santé,
qui est un pilier de soins pour cette personne-là, ne lâchez-la pas. Encouragez-la à aller chercher d'autres soins, collaborer avec cette équipe-là, mais donnez-leur jamais l'impression que vous allez les laisser tomber, que vous les laissez partir puis que vous n'êtes plus là. Je pense que si la personne a besoin de vous ou est très rassurée par vos soins, gardez-les. Peut-être que vous espacez les interventions, les consultations, mais restez présent, restez à l'écoute parce que vous êtes vraiment une personne qui devient un pilier dans le bien-être de cette personne-là. Mmh. Fait que, dans le fond, d'être à l'écoute, de normaliser, éduquer, puis de référer. Plus on réfère rapidement, moins on évite les chronicités. Mais si la personne est chronique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aider. Tu disais tantôt que c'est pas tout le monde, tu sais, qui vit avec tous ces symptômes-là. Mais, il faut comprendre aussi qu'il y a quand même 85 des gens qui récupèrent entre 7 à 10 jours, tu sais. Fait que les gens qu'on voit ici, c'est pas le 85 tu sais, ben, plutôt rare, là. C'est beaucoup plus tout l'autre volet qui fait que les symptômes ont persisté dans le temps. Ben, il existe vraiment une multitude de facteurs, là. On en avait listé, il y en a plus de 100, là, tu sais, au niveau personnel, administratif, travail, tout ça. Puis que quand on est un professionnel qui suit quelqu'un, soit qu'elle arrive dans le bureau, suite à une commotion, ben c'est sûr qu'il va avoir un aspect anxiété, un aspect «C'est-tu normal?» Ça, c'est la question qu'on a comme régulièrement tous les jours. Est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Premièrement, oui. La réponse, c'est oui à toutes ces questions-là. Normal en voulant dire, c'est ce que tu vis en ce moment, donc on va le considérer. Normal par rapport à toutes les gens qui peuvent vivre des commotions qui persistent dans le temps. Ça, on pourrait parler de la littérature, là, mais après ça, moi, je me dis, normalisons tous les symptômes que la personne a là, puis disons, bon, peu importe si tu as eu une commotion ou pas, on te traite toi. Si tu vis plus d'anxiété par rapport à certaines choses, ben ça se peut que ce soit le volet éducatif qui manque parce que la personne, elle a peur d'avoir de l'Alzheimer. Elle a peur de la mort cellulaire dans son cerveau. Elle a peur d'une diminution du quotient intellectuel. Tu sais, c'est tous des mythes qu'on a comme dans la société parce qu'on a entendu les histoires de Crosby puis de, tu sais, de toutes les vedettes qui auraient pu avoir des impacts à long terme. Puis là, on pourrait tomber dans le ECT aussi, puis dans toutes les problématiques à long terme des athlètes professionnels. Mais tu sais, on n'est pas là. Tu sais, on récupère quel pourcentage des commotions cérébrales récupère à 100. Je pense que le chiffre est plus grand qu'on pense si on a les bons soins. Fait que là, je pense que des gens, des fois, consultent des professionnels qui sont moins spécialisés, qui vont pas creuser. Puis, suite au dernier congrès international, ce qu'il disait, c'est: «Est-ce que vous avez essayé tous les soins potentiels?» Tu sais, des fois, même moi, là, je suis sur un dossier pendant très longtemps, puis j'ai besoin des yeux frais, là. Je dis: «Attends une minute, tu Mmh. l'évalues? Qu'est-ce que tu vois, là? Moi, il y a quelque chose que je manque, je passe à côté». Fait que même quand tu es expert, il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire, puis le cerveau, il est plastique. Fait que des fois, on a de l'anxiété, mais c'est qu'il y a une racine à notre adaptation qui est de nature vestibulaire. Puis le système, c'est pas ancré au sol. Si tu touches pas à terre, ben ton système, il pense qu'il est en danger. Fait que là, il va te garder dans cet état d'anxiété. Mais si tu n'es pas allé voir quelqu'un vraiment spécialisé en vestibulaire, tu vas rester avec ça. Fait que là, l'anxiété va persister, puis tu vas avoir fait toutes sortes de psychothérapies différentes. Puis là, finalement, tu vois une personne qui est vraiment spécialisée qui vient corriger ce volet-là, puis là, soudainement, toute ta vie se pose. Fait que est-ce qu'on a tout essayé? Mmh. Super intéressant. Tantôt, tu as parlé de beaucoup de mythes aussi qui étaient associés à ça. Est-ce que tu peux nous exprimer les mythes les plus fréquents que tu entends par rapport à la commotion? Entre autres, ce que j'ai dit là, par rapport aux difficultés cognitives, parce qu'en ergo, on regarde beaucoup ça, là, les gens qui ont des problèmes de mémoire, qui disent: «Aïe aïe, avant pourtant, j'étais capable de faire 2 choses en même temps», fait que le fameux mythe ou la pensée qu'on pourra plus refaire 2 choses en même temps, je veux dire, c'est complètement faux, là. Pour rebondir sur qu'est-ce que Kayla disait, le cerveau en commotion est en hypervigilance, tu sais, est en hypersensibilité aux stimuli environnants. Donc, c'est normal d'avoir, par exemple, de la sensibilité au bruit et une difficulté attentionnelle. Si tu es plus sensible au bruit, ben, c'est normal que tu aies de la misère à te concentrer sur une seule chose parce que tout va te déranger autour. Le cerveau va percevoir tous les petits stimuli autour comme étant importants. Alors qu'avant, ben, s'il y avait un bruit de fond, tu étais quand même capable de lire ton texto.
parce que ton cerveau pouvait inhiber les sons extérieurs, alors que post-commotionnel, c'est plus difficile pour le cerveau de traiter les informations et de séparer les choses. Donc ça, c'est une première chose à dire. Les difficultés cognitives reliées à la commotion, c'est temporaire. C'est très, très passager. Faut pas penser que les difficultés cognitives vont s'installer et s'empirer avec le temps, pouvant mener à une démence d'Alzheimer ou une démence de Parkinson. C'est sûr que comme n'importe quelle problématique, il peut avoir de la chronicité, comme par exemple les problèmes vestibulaires, mais ça, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas vu le bon professionnel au bon moment. Après, une fois que la personne elle vient dans notre bureau ou à la clinique, même si ça fait 6 mois, 3 ans, 8 ans, ben, on va essayer le plus possible d'améliorer les symptômes, même si on aurait aimé ça qu'ils viennent nous voir avant, tu sais. Un autre mythe pour moi, c'est par rapport à la mort cellulaire, tu sais. Ça, c'est bien éduquer les gens pour dire il n'y a pas vraiment de mort cellulaire dans le cerveau pouvant mener à un impact fonctionnel. S'il y en a, c'est très, très, très minime. C'est ce qu'ils disent que la récupération n'est peut-être pas à 100%, mais la personne ne le sentira pas, ça. Fait que, tu sais, c'est pas après une seule commotion que tout d'un coup, on va être plus distrait, avoir moins de capacité mnésique ou d'avoir plus de chances de développer des problèmes de santé mentale par après, là. C'est comme l'autre mythe de dire, après 3 commotions cérébrales, il faut que je fasse attention parce que là, je peux plus faire de sport, je peux plus faire d'activité à Ouais. risque parce que là, le médecin m'a dit, il faut que je fasse attention, c'est la fin, là. Mais c'est pas vrai, c'est pas le nombre de commotions, c'est pas le degré d'impact, c'est pas la présence de perte de conscience ou pas de perte de conscience. C'est juste un chiffre. C'est est-ce que tu as reçu la bonne réadaptation? Puis est-ce qu'avec ta réadaptation, on a réussi à tout améliorer les impacts fonctionnels? Ce qui est important, c'est peut-être le nombre d'impacts répétés en un court laps de temps. Que, tu sais, les gens qui ont eu 3 commotions, mais une à 2 ans, une à 10 ans, puis une à 32 ans, c'est à considérer que peut-être que si tu as pas eu de bon traitement à chacune de ces épisodes-là, peut-être qu'il y a une accumulation de certaines choses dans ton cou, dans tes systèmes vestibulaires visuels, mais non, le chiffre 3, on tente de le mettre de côté. C'est vraiment éclairant. Puis je pense que ça vient expliquer beaucoup de choses et l'importance de bien accompagner les gens qui vivent des commotions pour avoir vu plusieurs personnes autour de moi qui en ont fait. Des fois, les choses sont faites un peu rapidement et lorsque le soutien est adéquat, ça aide vraiment. Pour compléter, je dirais juste, là, qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre travail? Toi, Kayla, qu'est-ce qui te passionne le plus? Je pense que c'est d'apprendre d'adresser chaque personne selon son profil clinique, selon les obstacles qu'il présente dans sa réadaptation, les objectifs que la personne aurait, puis comment je peux les accompagner dans ce cheminement-là. Puis tout le temps, il n'y a pas 2 personnes pareilles. Chaque commotion qui rentre dans mon bureau est différente, apporte un nouveau défi. Puis quand que la personne reprend ses activités, reprend son travail, reprend sa passion, ça me passionne. Je pense que ça serait ça, le défi du quotidien de chaque personne. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a frappée dernièrement, c'est, l'impact des mots. Étant une ancienne athlète, des fois, quand le coach nous dit quelque chose, tu sais, ça nous reste en tête, puis on dirait qu'on rumine ce mot-là ou cette expression-là que la personne, elle nous a dit, puis on dirait qu'on oublie comme tout le reste. Puis je trouve que ça, pour moi, c'est un art, tu sais, comme thérapeute, de dire: «Quel mot que je vais utiliser pour traiter la personne qui est devant moi?» Parce que même si la personne se présente avec une commotion comme une autre, à comment je vais adresser ça pour que, premièrement, la personne, elle puisse enregistrer le bon message, puis qu'en sortant de ma rencontre, ben, qu'elle puisse retenir les bonnes choses, puis ça fait souvent une vraiment grosse différence, tu sais. Je parlais d'acceptation, par exemple, juste à une patiente hier, puis elle me disait ça, là, ça a tout changé pour moi. Le fait de me dire: «Faut que j'accepte ma réalité d'aujourd'hui. C'est quoi les faits, puis c'est quoi mes capacités actuelles?» Je suis pas en train de dire que je suis OK avec tous les déficits que ça implique dans ma vie. Je suis en train juste d'accepter qu'aujourd'hui, je suis en arrêt de travail, point. Fait que parce qu'on a parlé beaucoup de l'acceptation, puis tout d'un coup, ça a comme vraiment changé beaucoup. Puis, tu sais, d'une journée à l'autre, ces symptômes diminuaient juste pour avoir normalisé ce mot-là. Pour moi, c'est fascinant de voir comment les gens peuvent évoluer en choisissant les bons mots. Merci beaucoup à vous 2. C'était vraiment riche en expérience, en compétences. Puis j'espère que vous tous aussi, lorsque vous aurez des clients ou des gens autour de vous qui vivent des commotions, vous avez plus d'outils pour être capable de les accompagner au niveau émotionnel, au niveau santé mentale. Merci beaucoup. Merci. Bye.